Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Que s'est-il passé ces derniers jours? La réponse dans ce journal. La foire Attraction sera très prochainement de retour sur le quai, dès vendredi, après presque 2 ans d'absence. Les barbes à papa, churros, trains fantômes et auto-tamponneuses vous ont-ils manqué? Eh bien, nous vous avons questionné, vous allez le voir, l'heure est à l'impatience. Il y aura quand même des règles sanitaires et une jauge à respecter. L'adjoint au maire en charge des animations sera avec nous, Jean-Marc Deoriti, nous développera tout cela. C'était le titre d'un film d'horreur des années 80, Le Blob. Eh bien, il n'est pas si méchant que cela, même s'il est étrange et plus intelligent qu'on ne l'imagine. Les élèves de 6e de l'Institut François d'Assise Nicolas Barré viennent de participer à une expérience scientifique en lien avec la mission de Thomas Pesquet, l'astronaute français actuellement dans l'espace, justement sur le Blob. Vous en saurez plus dans quelques instants. J-1 avant le départ de la 5e édition du e-Rally Monte-Carlo, des véhicules électriques et à hydrogène de plus en plus performants au fil des années. Et pour en discuter, nous serons avec le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornatore. Quand le théâtre facilite la réhabilitation et la réinsertion pour des personnes vivant avec des handicaps mentaux, c'est ce que font les adhérents du GEM, le groupe d'entraide mutuelle monégasque. Restez avec nous, vous allez le voir, c'est très intéressant. Mais avant cela, vous les voyez en ce moment s'installer sur le quai. Les forains vont bientôt animer le port Hercule avec la foire Attraction, ce vendredi 14h pour être précis. La crise sanitaire a eu raison l'année dernière de ce rendez-vous apprécié par les amateurs de sensations fortes et de gourmandise. Après 2 ans d'attente, êtes-vous impatient? Qu'aimez-vous en particulier dans la foire Attraction? Eh bien, ce sont les questions que vous a posées Sandrine Nègre. Mes filles l'attendent, elles vont y retourner, c'est sûr. Elles ont très envie, pendant les vacances scolaires, d'y passer du temps. On a beaucoup envie. On ne sait pas si on va aller dès le jour où ça va ouvrir, mais on va y aller. Ça fait quand même 2 ans que les petits ne sont pas se déplacer vers le port. Il y a le toboggan bleu. Un petit saut, oui, comme tous les ans pour voir. On voit des gens qu'on ne voit plus depuis longtemps. Les bonnes crêpes, les bonnes gaufres et puis tout le reste. Et les chichis. Et mes petits-enfants, oui, je compte bien que je les y accompagne. Voilà, ils n'attendent que ça. Vous venez de le constater, la foire est attendue avec impatience. C'est même, j'ai envie de dire, le sujet de la semaine. On a pu le constater dans nos bureaux, mais aussi autour d'un café à la place d'Armes. On parle beaucoup de la foire Attraction, tant elle a manqué. Pour tout nous dire sur ce sujet, avec nous, l'adjoint au maire, Jean-Marc Deoriti, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous de cette foire Attraction 2021. Elle revient, mais crise sanitaire oblige, sous certaines conditions. Oui, effectivement. Nous avons traversé des moments très difficiles pour cette organisation. Et d'ailleurs, je remercie tous les services de la mairie, tous les forains qui ont été aussi extrêmement patients parce que nous avons pu les prévenir, leur donner le feu vert quelques jours avant l'implantation des manèges sur ce quai. Donc ça a été effectivement extrêmement compliqué. Et par rapport à la foire que l'on connaît habituellement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer? Au niveau de la jauge, par exemple, nous avons une jauge qui est limitée sur le quai supérieur et sur la darse sud inférieure. Donc nous serons obligés de respecter cette jauge. Et donc nous avons pour cela mis en place un comptage, des équipes de sécurité, ainsi que des informations en direct sur le site de la mairie qui informera les visiteurs de la jauge en temps réel. Donc les gens pourront effectivement se renseigner sur la fréquentation pour choisir le moment le plus important pour venir sur cette foire Attraction. Et en termes de jauge, qu'est-ce que ça représente? Je vous donne des chiffres qui sont pas précis à l'unité, mais on est environ sur près de ou un peu plus de 2000 personnes sur le quai supérieur et 400 personnes sur la partie inférieure. Il va y avoir aussi le port du masque, le pass sanitaire. Il y a des âges pour respecter tout ça? Nous avons donc l'obligation du port du masque pour les plus de 5 ans, l'obligation de présentation d'un pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Et sur le champ de foire, et ça c'est extrêmement important, nous avons des espaces de restauration qui sont attenants à chaque stand alimentaire et les gens auront l'obligation de consommer sur ces espaces de restauration. Ils ne pourront pas déambuler, il faudra absolument qu'ils restent assis sur les espaces de restauration, comme je le disais, attenants au stand alimentaire. Et au niveau des attractions, en termes d'organisation, de nombre de forains, est-ce que la crise sanitaire a quand même eu un impact? Autrement dit, est-ce qu'il y a des attractions qui n'ont pas pu s'installer, par exemple? Oui, absolument.
Nous avons travaillé conjointement donc, avec les services de la DASA du gouvernement pour sélectionner les manèges qui étaient le moins à risque en termes de fréquentation, de proximité. Donc nous avons effectivement fait une sélection sur ces manèges et puis une diminution évidemment des manèges et des attractions puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec les surfaces de restauration, donc nous avons réduit considérablement le nombre de manèges. On peut déjà parler du marché de Noël. Il devrait y en avoir un cette année. C'est en cours d'organisation. C'est trop tôt pour le dire. Nous sommes en train de finaliser l'organisation du plan de foire et nous nous retrouverons avec le gouvernement très rapidement, juste dans quelques jours, pour entamer les discussions sur le marché de Noël. Nous espérons bien entendu qu'il puisse se réaliser, évidemment. Mais donc je ne peux rien vous dire pour l'instant puisque nous sommes, vous savez que on ne fonctionne pas à pas. Hein, tous les 15 jours, on fait un point sur la situation. Donc je vous en dirai plus dans quelques temps. En attendant, on le rappelle, la foire attraction ouvre ce vendredi 14h avec une jauge, c'est environ une personne pour 4 mètres carrés, le masque pour les plus de 5 ans et le pass sanitaire pour les plus de 16 ans. Jean-Marc Deoriti, merci. Merci à vous. Passons au point sur l'information. Une réunion tripartite sur les négociations avec l'Union européenne a eu lieu à Saint-Marin ce jeudi. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Les délégations de Monaco et d'Andorre ont été accueillies à Saint-Marin par Luca Beccari, ministre des Affaires étrangères, afin d'échanger sur l'avancée des négociations avec l'Union européenne pour la conclusion d'un accord d'association. Cette réunion de travail tripartite aura permis aux 3 pays de faire le point sur la progression de leurs discussions bilatérales avec la Commission européenne. Les 3 négociateurs en chef ont convenu que des progrès ont été réalisés dans le travail interne d'analyse de la réglementation européenne et ont identifié les dossiers prioritaires pour chacun des pays. Monaco a participé ce mercredi au Forum international de Malmö concernant la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Lancé à l'initiative de la Suède qui prendra la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste en 2022, cet événement s'est tenu en présence de nombreuses hautes personnalités du monde politique, mais également de la société civile, professeurs, associations et fondations juives. Les discussions de ce forum, dont le thème était « Se souvenir et agir », ont porté principalement sur comment conserver la mémoire et les témoignages des derniers survivants, ainsi que leur transmission aux nouvelles générations. Un forum pour ne pas oublier l'horreur humaine. Merci Vanessa, on vous retrouve dans quelques instants. Plus réjouissant, les élèves de 6e de l'Institut François d'Assise Nicolas Barré viennent de participer à une expérience scientifique en lien avec la mission de Thomas Pesquet, l'astronaute français actuellement dans l'espace. Les explications dans ce reportage. Ce que vous voyez sur ces images est un blob endormi. Et voici ce que donne un blob actif filmé en vitesse accélérée, soit une photo toutes les 15 minutes. Blob ou scientifiquement un physarum polycéphalum, autrement dit une cellule vivante qui possède plusieurs noyaux. Ce n'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal. Thomas Pesquet dans l'espace effectue actuellement des expériences scientifiques sur le blob et en même temps 4500 établissements scolaires dans l'Hexagone ont participé à cette expérience éducative et originale, dont l'Institut François d'Assise Nicolas Barré. Ces expériences ont été pilotées par le Centre national d'études spatiales et le CNRS. Durant toute la semaine dernière, en cours de SVT, sciences physiques et technologies, les élèves de 6e ont réalisé plusieurs expériences, 7 missions au total. On a fait des expériences liées au mode de vie alimentaire de Blob. Qu'est-ce qu'il préfère manger, le sucré, le salé, qu'est-ce qu'il préfère entre le chocolat ou le raisin. On sait qu'il aime beaucoup le champignon. D'une autre expérience, est-ce que finalement si on colore un blob en bleu, un blob en rouge, s'ils se rejoignent, qu'est-ce que ça va donner? Un blob violet ou est-ce que le bleu va gagner sur le rouge? Est-ce qu'ils fusionnent finalement? Une autre expérience du coup que vous voyez présentée là où on vérifie que Blob respire, tout simplement comme nous. Et surtout on les prépare à la mesure de données avec le logiciel Mesurum 2 qui va nous permettre de vérifier la vitesse de déplacement, la surface qu'il colonise dans sa boîte de pétri et ce genre de paramètres. Ça c'est passionnant. C'est pas facile, hein. Il faut vraiment réfléchir à 3. Est-ce que Blob il nage? Comment on va pouvoir le montrer? Tu as 4 expériences à faire. Là, on est en train de faire la mission 7, c'est est-ce que le blob nage? Et on va devoir mettre un peu d'eau et voir comment il réagit. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est nouveau, c'est une découverte. Puis c'est toujours intéressant de travailler sur
des expériences, vraiment. Moi, je croyais que les blobs, c'était un peu imaginaire, mais apparemment, le blob, il est réel. Donc, j'ai envie de le découvrir. Les élèves de ces 4500 établissements regrouperont les résultats de leurs expériences et compareront ces résultats avec ceux réalisés par Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, afin de voir les différentes réactions de ce blob sur Terre et en apesanteur. Est-ce que le blob réagit à l'électricité ? Je ne sais pas. En revanche, de plus en plus de voitures roulent à l'électricité. Pour preuve, un chiffre, les voitures totalement électriques représentent désormais 7,5% des ventes neuves en Europe, le double de l'année dernière. Et pour promouvoir ces véhicules à énergie alternative, la 5e édition du e-Rally Monte-Carlo débutera ce mercredi. Nous sommes avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco, Christian Tornator, bonsoir. Bonsoir Fabien. Quelles sont les particularités de cette nouvelle édition ? Commençons par le commencement. Nous partons de Châteauneuf, qui se trouve dans la Loire et qui est une commune qui a le privilège et l'avantage de fournir, de fabriquer son propre hydrogène vert. Donc c'est quand même exceptionnel et ça nous a permis d'espérer avoir beaucoup de voitures hydrogène. On n'en a pas beaucoup, mais ça fait rien. Le principal, c'était de rendre hommage à cette commune dont le maire est un professeur, un ancien ingénieur qui était aussi le directeur de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc il a voulu favoriser sa commune et il a mis en place des arbres à vent dans sa commune et des panneaux solaires. Et grâce à cette énergie éolienne et solaire, il arrive à fabriquer de l'hydrogène. Et depuis la crise du Covid, il récupère aussi l'oxygène pour en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. C'est une épreuve de vitesse, de régularité. Parlez-moi un peu de l'épreuve. Ce ne peut être que de la régularité. Si on devait mettre de la vitesse, il y aurait déjà beaucoup de disparités, puis il faudrait surtout mettre des moyens de secours en nombre sur les routes. Et comme on fait 15 épreuves de régularité, ça serait très 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 onéreux. Mais de toute façon, ce sont des voitures qui ne sont pas équipées pour faire de la vitesse, ce sont des voitures grand public. Et je peux préciser que nous avons 17 marques au départ et 21 modèles de véhicules différents, ce qui est exceptionnel. Donc 350 km répartis en 15 spéciales avec une complexité en arrivant à Monaco. Expliquez-nous. La complexité, c'est qu'ils doivent pointer évidemment à l'heure. Et puis, ils doivent surtout et forcément se recharger, puisque quand on a fait, je ne sais plus, je crois que c'est presque 500 km de route et d'épreuves pour rejoindre la principauté, on a les batteries plus ou moins déchargées. Donc les concurrents devront se présenter au contrôle qui se situera devant l'Automobile Club vendredi soir. Et à partir de là, ils iront se recharger dans les points de recharge de la principauté qui sont situés dans les parkings publics grâce à la société Monaco One. Donc il faut savoir qu'il y a 150 prises bornes disponibles dont nos concurrents pourront bénéficier. Et c'est un gros partenariat qui nous est fort sympathique puisqu'on va faire en sorte que la société Monaco One ressorte avec les honneurs de cette compétition, puisqu'il faut que tout fonctionne et que les concurrents puissent se charger pendant la nuit pour repartir le samedi matin. Quel type de véhicule peut y participer ? Tout type de véhicule, pas trop gros parce que dans les épreuves de régularité qu'on a choisies, les routes ne sont pas très larges. Mais on va de la Fiat 500 à la Mercedes EQA et à l'Audi e-tron 55, je crois. Donc ça peut aller de la petite voiture à la très grosse voiture. La difficulté vient du fait qu'elles seront plus ou moins faciles en autonomie. Il faut savoir qu'une Fiat 500, ça doit tourner maximum à 300 km d'autonomie en ville. Alors qu'une Porsche Taycan que l'on a aussi, ça peut aller jusqu'à 600 km d'autonomie. Parlez-moi de l'évolution des véhicules à énergie comme ça alternative, justement, qui participent à ce e-Rally. Depuis la première édition, j'imagine que ça a pas mal évolué. Ah oui, ça a bien évolué parce que en 95, c'était des petites voitures qui avaient des batteries au plomb. Et qui avaient 80 km d'autonomie. Maintenant, ce sont tout type de batteries avec tout type de véhicules. Tout le monde s'y est mis. Il faut savoir que Mercedes, d'ici 2030, aura supprimé tous les moteurs thermiques et a déjà fait une longue et une grande partie de sa production en véhicules électriques. Même la série S est sortie déjà, en véhicule entièrement électrique. Ça s'appellera la série EQS, je crois. Et c'est prodigieux, mais d'avoir tout basculé et vouloir tout supprimer, c'est quand même spectaculaire. Voilà, le e-Rally qui débute ce mercredi 20 pour se terminer le 24 octobre. Merci Christian Tornator. Merci Fabien, bonsoir. Bonsoir.
Sans transition, la semaine de la santé mentale se déroulait jusqu'au dimanche 17 octobre. Plusieurs événements ont ainsi été proposés, comme celui organisé au Théâtre des Variétés par l'association d'Amor et Psy. Sandrine Nègre et Horacio Gaggino ont suivi ce rendez-vous reportage. Une représentation pour permettre aux adhérents du GEM, le groupe d'entraide mutuelle monégasque, de monter sur scène et de révéler le fruit de leurs cours hebdomadaires avec leurs professeurs de théâtre. Chacun a pu ainsi développer ses capacités artistiques et apprendre à parler en public. Cette représentation théâtrale est un bel exemple de réhabilitation et de réinsertion pour les personnes en souffrance psychique. Pour eux, c'est un grand défi, c'est des mois de travail et je suis vraiment contente qu'ils aient pu faire cet exploit. On verra bien, détends-toi et profite du vol, tu pars, t'as vu qu'on est serré. Nous ne sommes pas si mal. Et puis elle est bien cette compagnie, moins chère qu'Air France. Sauf que d'atterrir à Charles de Gaulle, on arrive à Genève, 6 heures de voiture en plus. En seconde partie, la complainte du bipo était à l'honneur pour permettre au public de mieux comprendre le raisonnement d'un bipolaire, une manière aussi de sensibiliser le maximum de personnes. J'ai voulu raconter dans ce spectacle mes bouffées délirantes, c'est-à-dire mes moments de folie. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête lorsque je suis en crise de maladie mentale en fait. Le but principal, c'est lever le tabou sur la maladie mentale et être accepté comme je suis et que les autres personnes qui sont dans le public, qui sont touchées par la maladie mentale, s'acceptent comme eux et que le public en général voit la maladie mentale d'un autre œil, avec un œil plus bienveillant. Oh non, restez, par pitié pour tous les malades mentaux qui sont dans ma tête. Eh oui, je suis un multidingue, plutôt un multilingue. Sachez enfin qu'au-delà de ce rendez-vous d'Amor et Psy multiplie les actions tout au long de l'année. Les locaux du GEM, évoqués un peu plus tôt, sont situés avenue Pasteur et proposent méditation, séance de coiffure et plusieurs sorties. Voilà donc pour l'association d'Amor et Psy, dans la même thématique, cette information pratique à présent. Sachez que l'hypermarché Carrefour propose une heure silencieuse chaque jour de 16h à 17h pour les personnes atteintes d'autisme, mais pas seulement. Cette heure s'adresse à tous ceux qui ont besoin de calme, pas de musique, une luminosité réduite et bien sûr priorité en caisse. Nous vous retrouvons Vanessa pour le reste de l'actualité en bref. C'est une première, le musée océanographique organise un grand casting. Afin d'illustrer le lien vital qui unit l'homme, l'océan et les espèces, le musée océanographique lance sa nouvelle campagne participative #TousOcéano. À partir des vacances de la Toussaint, le public est invité à se prendre en photo en mimant l'espèce marine de son choix. À la clé, la possibilité de devenir le prochain visage de l'affiche du musée et de nombreux lots à gagner. Pour y participer, rendez-vous sur tousocéano.org ou à la borne située au rez-de-chaussée du musée océanographique. Le comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques présente une nouvelle exposition. Les artistes du comité imaginent se promener avec un poète afin d'illustrer et d'interpréter le thème Dante l'italien. La Renaissance italienne est mise à l'honneur par les artistes et décorateurs Tulia et Paolo Canciani. À l'occasion de la semaine de la culture italienne, cette nouvelle exposition est à découvrir jusqu'au 22 octobre à la salle du quai Antoine Ier. Toujours à l'occasion de la culture italienne en principauté, plusieurs initiatives sont prévues sous l'égide de l'ambassade d'Italie à Monaco. L'exposition de l'artiste Benetta Brachetti Peretti a permis de lancer le programme culturel de l'événement, l'occasion surtout de présenter sa collection unique de 25 pièces composées de vases, objets et œuvres en verre de Murano. L'inspiration provient de l'univers de Dante, mais aussi de la nature et de l'histoire millénaire de l'Égypte ancienne et de la mer. Nous l'avons reçu juste avant les demi-finales. Terence James, qui vit à la Turbie et dont le père habite à Monaco, vient de se qualifier pour les finales de The Voice. Après s'être arrêté au stade des demi-finalistes en 2020 lors de sa première participation, cette fois-ci, il décroche sa place en finale samedi soir dans la saison All Stars The Voice. Le chanteur a séduit les téléspectateurs avec une reprise de Whitney Houston. Terence sera donc finaliste ce samedi 23 octobre pour la dernière étape du télécrochet sur TF1. En ce qui concerne la météo, Vanessa, le temps pourrait se dégrader demain.
Oui Fabien, car le ciel sera assez chargé durant la journée de mercredi. Il soufflera une légère brise entre 7 et 12 km/h. Les températures iront de 14 à 20 degrés. Le soleil se lèvera à 7h48 et se couchera à 18h41 et nous fêterons les Adelines. Merci Vanessa, c'est ainsi que s'achève ce journal. Mais vous en avez l'habitude, il y a d'abord les photos du jour. Elles ont été prises par Michael Alési à l'occasion du tournage du reportage sur les expériences scientifiques effectuées par les élèves de 6e de l'Institut François d'Assise Nicolas Barré sur cette créature étrange qu'est le blob. Nous vous en avons parlé précédemment. On se retrouve demain mercredi 19h pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien.